cette séance concernant la programmation asynchrone avec Dart. Dans cette partie, on va parler comment mettre en œuvre la programmation asynchrone, c'est-à-dire quels sont les concepts intégrés par le langage Dart afin de la mettre en œuvre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est vous avez besoin bien sûr de connaître comment on établit la programmation non bloquante, le cas utilisé au niveau de Node.js ou bien même au niveau de JavaScript. Donc ce sont les mêmes concepts qu'on a essayé de reprendre au niveau de Dart, mais bien sûr avec d'autres concepts ou avec d'autres notions respectives qui sont propres à Dart. La première des choses, pour les opérations asynchrones, on sait très bien qu'il permet de mettre en œuvre l'aspect non bloquant d'un programme. Donc il faut rappeler que si on a un ensemble de tâches, par exemple 3 tâches, 1, 2, 3, dans un ordre de priorité, en général lorsqu'on a une programmation synchrone, c'est la tâche 1 qui s'exécute, suivie par la tâche 2, puis la tâche 3. Dans l'aspect non bloquant, c'est pas obligatoire de suivre cet ordre, c'est-à-dire si la tâche 1 prend plus de temps qu'il faut, le programme passe à exécuter la tâche 2 et ainsi de suite. Donc en général, comme il est décrit ici en fait dans ce slide, la programmation asynchrone permet d'être utilisée dans le cas lorsqu'on récupère des données à partir à partir d'un serveur, lorsqu'on est en train d'écrire dans une base de données ou bien de lire à partir d'un fichier. Pour mettre en œuvre, comme je dis, la programmation asynchrone au niveau de Dart, il nous propose la classe future et aussi les mots-clés async et await sont les mots-clés à utiliser. Par la suite, il nous rappelle qu'une opération synchrone, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est une opération qui bloque les autres opérations de s'exécuter jusqu'à ce qu'elles se terminent. Bien sûr, une fonction synchrone, c'est une fonction qui met en œuvre plusieurs opérations synchrones. Et l'inverse, c'est-à-dire une opération asynchrone, lorsqu'elle est lancée, il permet à d'autres opérations de s'exécuter sans que cette dernière soit achevée. Et une fonction asynchrone, c'est une fonction qui met en œuvre en moins une opération asynchrone et peut se combiner d'autres fonctions synchrones. Bon, c'est quoi future? Future avec F minuscule, c'est l'instance de future, la classe de Dart avec F majuscule. Et future représente le résultat d'une opération asynchrone et il a deux états, incomplet et complet. Dans le cas c'est-à-dire incomplet, on va dire que future attend que l'opération asynchrone termine ou bien lance une erreur. Dans le cas complet, c'est-à-dire que l'opération asynchrone a été faite avec succès, alors le future complet ou plutôt termine avec une valeur, sinon il va lancer une erreur. Bon, dans le cas complet, la valeur, on va dire c'est un paramètre. Donc, elle est précisée avec T. C'est un paramètre qui est précisé avec T, comme le cas ici. Et bien sûr, dans d'autres exemples, en fait, c'est dans le cas d'un string. La valeur qui va être envoyée, ça serait un string en quelque sorte. Très bien, voici un exemple qui permet d'illustrer, si vous voulez, la mise en œuvre de la programmation asynchrone avec Dart. Dans cet exemple, c'est un exemple de la documentation, comme j'ai dit, en fait, elle permet de créer une fonction fetchUserOrder. C'est une fonction qui suppose récupère des données, soit d'une base de données ou d'un serveur. La fonction retourne un objet de type future void, c'est-à-dire qu'on ne va pas récupérer de valeur. La fonction retourne future.delete. Et là, en fait, c'est une méthode prédéfinie de future. Qu'est-ce qu'il permet de mettre en œuvre? Donc là, on a la duration, c'est la durée qui est précisée en nombre de secondes. Et ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher à l'écran, après 3 secondes, si vous voulez exactement, le message large latte.
Très bien. Par la suite, dans le programme principal, la fonction main, on a fait appel à la fonction fetch user orders, c'est-à-dire la fonction. Et pour montrer que, on va dire, la durée entre en jeu, on a aussi fait la trace avec un message fetching user order. En fait, lorsqu'on exécute ce programme, normalement dans les cas synchrones, c'est l'ordre qui est respecté, c'est-à-dire c'est l'exécution de ceci. S'il y a une trace, elle va s'afficher par la suite. La dernière trace, c'est-à-dire le message fetching user order, va apparaître. Or, lorsqu'on exécute au niveau des dates, le fait qu'on a mis en œuvre, comme j'ai dit, la durée 3 secondes avec un délai, ça permet d'inverser les choses, c'est-à-dire que on voit que fetching user order, le message qui est affiché, après 3 secondes, c'est le message large, la T, qui va se faire. Donc pour vous montrer ça, j'ai déjà prévu en fait un exemple ici. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de créer une fonction suivant cet exemple que j'ai nommé exemple asynchrone qui retourne un future void. Et cette fonction, comme j'ai dit, il va créer une durée avec qui passait bien sûr à la méthode delay de future. La durée c'est de 3 secondes. Et après ceci, on va afficher un message. Très bien. Donc, j'ai essayé en fait de faire idem que l'exemple que je vous ai montré. J'ai appelé la fonction exemple asynchrone et par la suite, j'ai fait la trace d'un message chargement des données serveur ici. Donc, je vais essayer d'exécuter pour vous montrer le résultat qui va nous renvoyer. Très bien. Voici l'exécution. Donc, on a chargement des données serveurs. Et après 3 secondes, vous avez vu avec moi, il y a le message après 3 secondes. Donc, comme je dis, ceci permet de montrer en fait les notions préliminaires d'utilisation de la programmation asynchrone. Donc, toujours avec notre exemple de programmation asynchrone avec Dart, comme on a pu exécuter tout à l'heure le premier exemple ici, en fait, on a un autre exemple, toujours parmi ceux proposés dans la documentation. En fait, c'est le même résultat auquel on va aboutir. Et bon, ici, je pense qu'il va lancer une exception. Oui, exactement. Le résultat, c'est qu'il va lancer une exception qui est logout field user ID is invalid. D'accord? Mais en fait, c'est le même résultat. Donc, on va continuer. Ici, en fait, en résumé, on a dit que future est une instance qui produit une valeur de type T, c'est un paramètre qui peut être de type string ou autre. Si la valeur retournée, en fait, si on n'a aucune valeur à retourner, le retour par future serait un void. Aussi, on rappelle que future il a deux états, incomplet or complet. Et bon, ici on rappelle les termes clés, future avec F majuscule c'est la classe et l'autre c'est une instance. Très bien. Maintenant, si on veut réaliser, si vous voulez, des fonctions asynchrones, on a besoin d'utiliser avec Dart les deux mots-clés A5 et O8. Donc A5 et O8, ce sont deux mots-clés qui permettent de déclarer, on va dire, des fonctions asynchrones et utiliser leurs résultats. Bon, on ne précise que pour définir, c'est-à-dire une fonction asynchrone, on a besoin avec Dart d'ajouter le mot-clé A5 avant le corps de la fonction et ajouter le mot-clé await, c'est-à-dire on est pour les fonctions asynchrones, seulement pour les fonctions asynchrones. Donc là, voici un exemple en fait qui permet de convertir la fonction main d'une fonction synchrone telle qu'elle est à une fonction asynchrone. Donc premièrement pour ce faire, on a besoin d'ajouter le mot-clé asynchrone au corps de cette dernière, comme le montre ici l'exemple. Donc là c'est void main. Là on ajoute le mot-clé A5. Bon, ça c'est la suite du corps de la fonction. Et par la suite, on ne précise si la fonction a un type de retour, alors ce dernier doit être intégré comme paramètre au niveau de future. C'était le type ça serait le type de retour de la fonction. Et si la fonction ne retourne rien, alors le type de retour serait future void.
Très bien. Puisque main ne retourne rien, c'est-à-dire que ce type de retour sera future void. Et maintenant que now that you have an asynchronous function, maintenant qu'on a une fonction asynchrone, on peut utiliser le mot-clé await afin qu'il puisse attendre que le future soit complet. Bon, exemple ici, print await create order message. D'accord. Bon, ça serait mieux, plus clair lorsqu'on va passer à des exemples, en fait, plus détaillés. C'est le cas ici. Donc là, on a deux exemples, le cas synchrone et le cas asynchrone. Donc, on va fait tout d'abord voir le détail dans le cas synchrone. Donc, on a une méthode create order message qui renvoie un string. Dans cette méthode, on va déclarer en fait une variable order, en fait qui récupère le retour de la fonction fetchUserOrder, et par la suite la fonction, puisqu'il retourne un message, c'est un string, il retourne un message your order is order. D'accord? En fait, n'oublie pas, là c'est l'évaluation de l'expression order, comme on a dit, comme on a parlé dans l'interpolation des chaînes de caractères, des strings. La fonction fetchUserOrder est définie là, donc c'est elle qui permet de renvoyer un future string. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait cette fonction? Il appelle le future avec la méthode delay, et là on a une durée de 2 secondes. Après on aura le message retourné, ou bien la chaîne retournée large latée. Dans la fonction main, on fait une trace avec fetchUserOrder, et par la suite on fait une trace de retour de la méthode createOrderMessage. Donc, en fait, on va tester ça par la suite, mais on a un aperçu sur le résultat. Tout d'abord, il y aura le message fetchUserOrder, mais ce qu'on remarque est que pour l'autre message de la fonction createOrderMessage, on a yourOrder is instance of future string. Autrement dit, on n'a pas l'affichage auquel on s'attend, qui n'est que en fait le retour de l'ordre. Normalement c'est large et laté. Autrement dit, en fait, que la fonction n'attend pas jusqu'à ce qu'elle obtient le retour de la fonction fetchUserOrder. Très bien. Ça c'est dans le cas, comme on a dit, d'un exemple synchrone. Maintenant, dans l'exemple asynchrone, on a en fait la même fonction, c'est-à-dire createOrderMessage, qui renvoie cette fois-ci, puisqu'on veut mettre en œuvre, comme on a parlé dans le slide précédent, le cas d'une fonction asynchrone. Donc, il faut renvoyer le type de retour future avec un paramètre string et précéder, ou plutôt exactement précéder le corps de la méthode avec le mot-clé async. Donc, comme vous voyez ici. Par la suite, pour achever ça, on a besoin d'utiliser ou bien d'ajouter le mot-clé await devant l'appel de la fonction fetchUserOrder afin qu'il permet d'attendre la durée prévoyée au niveau de cette méthode. Dans notre cas, ils ont prévu 2 secondes au niveau de la méthode fetchUserOrder. D'accord? C'est-à-dire que ça va prendre 2 secondes pour nous renvoyer le résultat qui n'est que large laté. Maintenant, au niveau du main, ça change, hein, vous pouvez remarquer les changements effectués. Donc, au niveau de la méthode main aussi, on a appliqué le changement. Le type de retour, cette fois-ci, c'est un future void. Et aussi, le corps du main, il est précédé par le mot-clé async. Et au niveau de la trace, vous avez tout d'abord le message fetchUserOrder. Et au niveau de la trace, la seconde trace, c'est-à-dire ici, vous avez le mot-clé await qui précède l'appel de la fonction createOrderMessage. En fait, ceci permet de donner le résultat suivant, fetchUserOrder, et cette fois-ci your order is large laté, c'est-à-dire il prend en considération la durée qui est prévue au niveau de la fonction fetchUserOrder. C'est ça pourquoi on a obtenu le résultat de future string, c'est-à-dire large laté. C'était pas le cas, comme j'ai dit, dans l'exemple fonction synchrone. Bon, comme je vous ai dit, on va essayer maintenant de tester l'exemple dans toujours Dartpad
pour voir le résultat qu'on a pu parler tout à l'heure dans le slide. Donc, rappelez-vous, ça c'est l'exemple de la fonction synchrone. Donc, on n'a pas l'utilisation ni de la classe future, ni des mots-clés A5 et O8. Très bien. Donc, on va exécuter notre exemple pour voir la trace qu'on a faite tout à l'heure au niveau des slides. Donc, comme vous voyez, c'est le résultat en fait qu'on a parlé tout à l'heure. Vous avez tout d'abord la première trace fetching user order, et par la suite le retour de la fonction create order message. Il permet de renvoyer instance, c'est-à-dire que order ici, c'est-à-dire là, au lieu qu'il nous renvoie le message auquel on attend, c'est-à-dire en tant que chaîne de caractères large lat, il nous renvoie en fait instance of future string, c'est-à-dire pour lui c'est une instance de cette classe-là qui est renvoyée. D'accord? Il n'a pas pu attendre, mis en œuvre, en fait, comme on a dit, la durée de 2 secondes. De même, lorsqu'on prend l'autre exemple, cette fois-ci de fonction synchrone, donc on peut remarquer, comme on a dit tout à l'heure, que les changements effectués au niveau des méthodes ou bien au niveau des fonctions, que ce soit create order qui renvoie cette fois-ci un objet de type future string, et le mot-clé asynchrone qui permet de précéder le corps de la fonction, et aussi l'utilisation du mot-clé wait qui va assurer qu'on va attendre la durée précisée au niveau de la fonction fetch user order. La même chose ici, le retour de fetch user order. D'accord? Et bien sûr, ici, maintenant, on est habitué à la méthode delete qui permet de mettre en œuvre la durée et en fait le résultat de retour hein, qui est précisé ici étant un string. Au niveau du mail, la même chose. On a le type de retour, c'est un future void, puisqu'on a dit que la fonction main ne renvoie rien. Et le mot-clé A5 qui permet de précéder le corps de la fonction. Par la suite, en fait, comme on a pu voir avec l'exemple synchrone, ici la trace avec fetching user order et la trace, mais cette fois-ci qui est précédée par le mot-clé await, create order message. Donc maintenant, on peut exécuter pour voir le retour. Donc là, fetching user order. Après, il y a une durée de 2 secondes et vous pouvez voir your order is large. Bon, ici le type de retour qui n'est que la chaîne. Bon, je vais essayer d'agrandir ici le 4 secondes pour voir à nouveau. Donc là, fetching user order. Et vous voyez avec moi, il y a un temps de 4 secondes. Et après, on a le résultat qui n'est que c'est-à-dire le résultat de la fonction fetch user order. Dans l'exemple suivant, on va essayer de voir toujours la mise en œuvre, comme on a dit, de la programmation asynchrone avec Dart. Donc, dans cet exemple, en fait, on peut se demander quel sera le résultat qui va être affiché lors de l'exécution, bien sûr, de la fonction main. Tout d'abord, on a une fonction print order message. C'est une fonction qui est en fait asynchrone, puisque vous voyez ici l'utilisation du mot-clé asynchrone avant le corps de la fonction. Donc, on a déclaration de variable order. Ça serait en fait qui va récupérer le retour de la fonction fetch user order. Notez aussi en fait l'utilisation du mot-clé wait, d'accord, qui permet en quelque sorte de mettre en œuvre la durée associée au message renvoyé, ou plutôt résultat renvoyé par une fetch user order. Et on a une trace awaiting user order et une autre trace qui la suit avec your order is $order. Bien sûr, ici, $order, comme on a dit, c'est l'affichage de cette variable. Très bien. Maintenant, le détail de la fonction fetch order. C'est une fonction qui renvoie tout d'abord un future string, d'accord, et par la suite, on a un délai de 4 secondes afin par la suite pour renvoyer le résultat de l'objet string large lat. Dans la fonction main,
Bon, comme on a maintenant l'habitude, c'est un retour de future void avec le mot-clé asynchrone. Et ce qui s'ajoute ici dans cet exemple, c'est qu'on a ajouté une fonction countSeconds qui va permettre de faire la trace. Donc, la trace avec une boucle. Bon, vous pouvez voir avec moi ici la méthode countSeconds, comme elle est définie. Il prend un paramètre s, bon, c'est le nombre de secondes en quelque sorte. Et la boucle classique, la boucle for classique, avec var i allant de 1 jusqu'à s. Donc, autrement dit, on aura l'affichage de 1, 2, etc. chaque seconde. Donc, ce qui permet de montrer ici que chaque seconde, on aura un affichage de i, la valeur de i. Bien sûr, en commençant par 1. C'est une sorte de trace. D'accord. Bon, la question est la suivante. Quel est, à votre avis, sera le résultat de l'exécution de la fonction main? C'est-à-dire, quel sera le résultat? Donc, normalement, comme on a vu dans les exemples précédents, ici, on a respecté la mise en œuvre de la forme asynchrone avec Dart. Et donc, on a ici la méthode printUnderMessage qui est en fait l'objet de cette, on va dire, d'une durée de 4 secondes pour renvoyer le résultat large laté. Et en même temps, vous avez ici un compteur qui met en œuvre aussi la trace de 1 jusqu'à 4. Normalement, faites le résultat auquel on s'attend. Tout d'abord, il y aura une trace de la fonction countSeconds, 1, 2, 3, 4, et par la suite, la méthode printOrderMessage qui va s'afficher. Bon, c'est ce qui est normal. Donc, c'est ce qui est normal. On va essayer de voir est-ce que c'est le résultat en quelque sorte auquel on s'attend. Donc, on va essayer d'exécuter dans Dartpad tout de suite et voir est-ce que le résultat auquel on... Donc, voici l'exemple du slide précédent. Comme vous voyez avec moi, on rappelle que le résultat qu'on a prédit, c'est l'affichage du résultat de la fonction countSeconds qui va faire la trace des valeurs de i allant de 1 jusqu'à 4 et par la suite le résultat de la fonction printOrderMessage qui prend bien sûr en considération le délai de 4 secondes pour afficher large laté. Donc on va essayer d'exécuter et voir en quelque sorte le résultat dans la console. Donc on a un message waiting user order tout d'abord, par la suite la trace de 1 jusqu'à 4 et à la fin on a l'affichage du message large laté. Donc on peut conclure en fait, et une remarque ici très importante, que le message waiting users order c'est un message qui appartient à la fonction printOrderMessage. Normalement, selon ce qu'on a prédit, c'est l'affichage de la trace des valeurs de i de 1 jusqu'à 4 qui doit être au départ et par la suite suivi par le résultat d'exécution de la fonction printOrders, à savoir le message waiting user order et par la suite your order is large lat. Or, ce qu'on voit ici en fait, c'est le message qui a débuté avant même en quelque sorte la trace des valeurs de i, c'est-à-dire de l'exécution de la fonction countSecond. Et ça, c'est très intéressant en quelque sorte. Donc, pour voir en quelque sorte un changement qu'on va faire, c'est-à-dire on va inverser ici l'ordre. Au lieu de laisser le message qui précède l'appel de la fonction fetchOrder dans la fonction printOrderMessage, et je vais le faire après la déclaration de la variable order qui récupère bien sûr le retour de la fonction fetchUserOrder. On va essayer de réexécuter, voir est-ce qu'on aura la même chose. Très bien, donc on n'a pas la même chose comme vous voyez avec moi. Tout d'abord, c'est la trace, 1, 2, 3, 4, et par la suite, l'affichage du message awaiting user order, et aussi la trace avec your order is large laté. Donc, comme on remarque ici, en fait, si vous voulez, ça c'est le détail, c'est le résultat qu'on s'est prédit au départ. Puisqu'on avait ici l'appel de la fonction countSeconds, on a prévu en fait qu'il y aura de l'affichage. Par la suite, il y aura le résultat de la fonction printOrderMessage, puisque c'était
celle c'est-à-dire qui a éveillé la trace. Mais ce qu'on remarque que l'ordre du message print waiting qui était avant, en quelque sorte, la variable order, a donné que le message qui s'affiche au départ et par la suite la trace des valeurs de i allant de 1 jusqu'à 4, par la suite order is large latte. Autrement dit, en fait, celui-là, on peut considérer que celui-là c'est un message qui fait pas partie de la fonction fetchUserOrder qui met en œuvre la durée. Ceci a permis en quelque sorte que ceci a eu lieu avant même la trace de la fonction qui elle aussi prend en considération une durée d'1 seconde. D'accord? Autrement dit, c'est ça l'ordre au départ. Donc je le réexécute pour réaffirmer en fait ce qu'on a dit. Donc vous voyez, instantanément on a le message waiting user order, par la suite la trace. Donc autrement dit en fait, ça c'est très intéressant à noter. Donc dans la suite, on a un exemple qui est en fait un exercice qui est proposé pour mettre en œuvre des fonctions asynchrones. Donc dans l'exercice, on précise de faire deux fonctions en se basant sur, on va dire, des fonctions qui sont données. La première fonction, c'est la fonction featureAll, comme on a ici dans la description. Donc featureAll, il va renvoyer un feature string. Cette fonction, en fait, elle permet de renvoyer, on va dire, sous forme d'une chaîne de caractères, une petite description du rôle de l'utilisateur. Et on a, pour la seconde fonction, qu'on va définir, la fonction fetchLoginAmount, comme sa signature l'indique ici, il va renvoyer un feature int. Donc, qui représente le nombre de fois que l'utilisateur s'est connecté à son espace. Très bien. Par la suite, les fonctions à définir sont les suivantes. On a reportUserRole. Cette fonction, en fait, c'est une fonction bien sûr asynchrone. La description est la suivante. Elle permet de renvoyer un future complet avec un string sous la forme suivante, userRole, ici le rôle de l'utilisateur. Bien sûr, ici il faut noter que cette fonction va utiliser un appel wait de la fonction qui est donnée, c'est-à-dire featureRole. Donc le résultat sera par exemple sous la forme suivante, userRole tester. Par exemple, l'autre fonction c'est reportLogins. Et aussi c'est une fonction asynchrone qui permet de renvoyer sous forme d'une chaîne de caractères le message suivant, total number of logins. Et là, en fait, c'est la variable qui est récupérée de la fonction, on va dire, fetchLoginAmount. Donc, par la suite, là, on nous donne un exemple de résultat, total number of logins 57. Très bien, bien sûr, en se rappelant que, comme j'ai dit tout à l'heure, que le nombre il est renvoyé par la fonction fetchLoginAmount. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de répondre à cet exercice en implémentant à la fois que ce soit la fonction featureAll et fetchLoginAmount. Bon, je prends dans l'exercice, ce sont des données, mais nous, quand même, on va essayer de les implémenter. En plus d'implémenter, bien sûr, les fonctions reportUserRole et reportLogins. Très bien, donc ce que vous voyez ici, en fait, c'est le résultat. Bon, ici, on ne va pas le tester parce qu'on n'a pas une fonction main. Dans l'exercice, on ne l'a pas précisé. Tout simplement, ce qui nous intéresse, c'est mettre en œuvre, comme je dis, les fonctions asynchrones en utilisant la syntaxe proposée par Dart. Donc, vous avez avec moi ici, en fait, tout d'abord la fonction featureAll. Elle renvoie, comme on a dit, un feature string, et c'est une fonction asynchrone. D'accord, ici, la durée, en quelque sorte de renvoi, qui est 4 secondes. Bon, ça, c'est un exemple, là. Il va renvoyer, par exemple, la valeur admin, c'est le rôle de l'utilisateur. Donc, ici, on n'a pas défini ceci en tant que paramètre dans le fonction. On peut toujours imaginer qu'on va définir un paramètre ici, c'est lui qui va donner les valeurs qui vont représenter le rôle de l'utilisateur. Mais ici, j'ai passé admin comme valeur en quelque sorte. Par la suite, l'implémentation de la fonction reportUserRole.
c'est une fonction asynchrone. Donc toujours, il ne faut pas oublier de mentionner le mot-clé async avant le corps de la fonction. Et aussi le type de retour, c'est un future string. Ici, qu'est-ce que je définis? Je définis la variable raise qui en fait récupère la valeur de la fonction featureOn et en même temps en précédant avec le mot-clé await, comme c'était indiqué dans la syntaxe de Dart. Bien sûr, ici le message de renvoi user role de point de la raise, comme on a vu tout à l'heure dans la description de l'énoncé de l'exercice. Très bien. Donc ça, c'est ce qui est de la fonction report user role. Idem, j'ai fait pour la fonction report login. Tout d'abord, j'ai implémenté la fonction fetch login amount. Comme on a dit, ça c'est une fonction asynchrone qui renvoie un future init. D'accord, donc vous avez le mot-clé ici et le type de retour. Et par la suite, hein, on a fait return future.delayed en précisant la durée de renvoi de la valeur 57. Et comme j'ai proposé tout à l'heure, on peut toujours imaginer une valeur plutôt un paramètre, c'est-à-dire ici, qui va représenter ces valeurs. Mais ici, j'ai passé la valeur directement ici, ça marche aussi. La fonction report logins, elle aussi, avec le mot-clé async et aussi le type de retour. On récupère la variable raise qui récupère, bon ici je pense que je dois en fait, au lieu de faire featureOn, c'est fetch login amount. D'accord? Donc, et bien sûr aussi, hein, je dois, parce que en fait là, j'ai fait la même chose pour l'autre, mais ici c'est, je pense c'est total number of locks. Exercice intéressant qui va en fait simuler, dans lequel on va essayer de simuler quelques opérations asynchrones. Pour ce faire, on va utiliser des fonctions qu'on va supposer qui sont déjà données. La première fonction, c'est la fonction fetchUsername qui renvoie un future string. Il a pour rôle de, on va dire, de renvoyer le nom de l'utilisateur. Et la seconde fonction, c'est logoutUser qui renvoie aussi un future string et qui a pour rôle de faire un logout tout en renvoyant le nom de l'utilisateur. Par la suite, on va utiliser les deux fonctions précédentes afin de mettre en œuvre les fonctions, ou plutôt trois fonctions, addHello, greetUser et sayGoodbye. addHello, en fait, c'est une fonction qui va prendre un paramètre, chaîne de caractères, et qui va en fait renvoyer un message hello, le nom de l'utilisateur. Par exemple, addHello, lorsqu'on passe John, va renvoyer hello John. greetUser, elle aussi c'est une fonction mais qui ne prend pas de paramètres. En fait, greetUser, lorsqu'on lui passe, c'est une fonction asynchrone, les trois sont asynchrones. Il va réutiliser la fonction fetchUsername pour récupérer le nom de l'utilisateur et il va combiner la fonction addHello pour renvoyer, on va dire, une chaîne sous la forme hello Jenny, c'est-à-dire fetchUsername renvoie le nom Jenny et greetUser va combiner addHello pour renvoyer la chaîne hello Jenny. Troisièmement, la fonction sayGoodbye, en quelque sorte, il n'a pas de paramètres, il ne va pas intercepter d'erreur, et bien sûr, il va utiliser la fonction asynchrone logoutUser. Si cette dernière, en fait, échoue, sayGoodbye va renvoyer un string. S'il est fait avec succès, c'est-à-dire le logout fait avec succès, sayGoodbye va renvoyer une chaîne de caractères sous la forme suivante, thanks, see you next time. En fait, ici, on va supposer que result, c'est le nom de l'utilisateur, tout en appelant la fonction logoutUser. Donc ça, c'est l'exercice qu'on va essayer de faire ensemble. Bon, ici, je vous donne une idée sur le résultat des fonctions. Par la suite, on peut les tester ensemble dans Dartpad.
Donc, la fonction add-hello, comme on a dit, l'implémentation, elle est simple, puisque cette dernière, c'est une fonction qui permet de prendre un paramètre et de renvoyer sous forme d'une chaîne de caractères hello, le nom de ce dernier. Par la suite, on a greatUser, c'est une fonction asynchrone qui renvoie, comme on a dit, un future string dans laquelle on a défini une variable username qui fait appel, ou plutôt qui récupère le résultat de la fonction. On admet déjà qu'elle est définie, fetch username. Bien sûr, il ne faut pas oublier de faire appel à la fonction, plutôt mot-clé wait. Par la suite, la fonction, elle va renvoyer, en fait, elle va combiner l'appel de la fonction add-hello tout en passant à la récupération du nom, plutôt de l'utilisateur. La dernière chose, c'est la fonction say goodbye. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une fonction asynchrone. La même chose que greatUser aussi. Donc, il faut précéder toujours son corps par le mot-clé async. Et elle renvoie elle aussi un future string. Et elle utilise le bloc try-catch. Try-catch. Dans le bloc try, on a la déclaration de la variable result qui récupère le retour de la fonction logout. Comme on a dit, il permet de mettre en œuvre un logout tout en renvoyant le nom d'username. Donc la fonction, elle va plus ou moins renvoyer le message suivant dans lequel vous voyez ce message. Et là, c'est le résultat. Thanks, see you next time. Dans le cas où il y a une erreur, donc on va tout simplement envoyer un message d'erreur, le suivant, fail to logout user, avec l'erreur qui est indiquée ici. Voici l'implémentation qu'on a faite pour le message précédent. Ici, on a défini la fonction fetchUsername. Bon, elle n'est pas donnée dans l'exercice. On a essayé de fabriquer la fonction. Comme on a dit, c'est une fonction qui renvoie un future string. C'est une fonction asynchrone qui return future delayed avec la durée 4. Il va renvoyer c'est-à-dire un nom d'utilisateur. On a choisi ici user 45. Bon, ici, l'implémentation de la fonction add-hello, il ne fait rien, comme on a dit. C'est une fonction simple qui renvoie tout simplement le message hello associé avec le paramètre user. greatUser, je ne vais pas l'utiliser dans cet exemple. Je peux en quelque sorte m'en dépasser. Ou plutôt, je l'ai utilisé, pardon. Bon, c'est la fonction qui va permettre en quelque sorte de simuler l'exemple. Donc, greatUser permet d'utiliser, comme je dis, la fonction qu'on vient de définir, fetchUsername, combinée avec la fonction add-hello. Donc, fetchUsername renvoie, comme je dis, le nom d'utilisateur, username tout court, et add-hello, il permet d'ajouter le message hello username. Très bien, donc pour la fonction main, on a besoin en fait qu'il soit elle aussi asynchrone, qui renvoie un future void. Et, bon, ça c'est un message qu'on voyait ici pour tester en quelque sorte le départ de l'exécution du main. Et j'ai aussi ajouté la fonction qu'on a déjà vue dans les exemples, count seconds, pour nous faire une sorte de simulation, compter le nombre de secondes avant l'affichage du message en retour de la fonction greatUser. Donc on peut l'exécuter, on voit, vous voyez. Très bien. Donc après la seconde, après la 4e seconde, on a le message hello user 45 en fait qui s'affiche. De même, on peut tester la fonction say goodbye. On va se contenter de ça. Hein. Merci d'avoir suivi cette partie sur la